Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans la vie de certaines femmes, quelque chose que les mots ordinaires peinent à décrire, que la logique du quotidien ne parvient pas à saisir, et que la société, dans son agitation constante, préfère ignorer ou minimiser. Ces femmes ne semblent pas tout à fait à leur place dans le monde tel qu'il est. Elles ressentent, au fond de leur être, une présence intérieure qui dépasse leur propre histoire personnelle, une vibration silencieuse qui les appelle vers quelque chose de plus vaste, de plus profond, de plus vrai. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces mots. Peut-être avez-vous déjà eu l'impression d'appartenir à un autre registre de réalité, comme si votre sensibilité percevait des couches du monde que la plupart des gens autour de vous ne semblent tout simplement pas voir. Carl Gustav Jung, l'un des penseurs les plus audacieux et les plus profonds du XXe siècle, consacra toute sa vie à explorer ce territoire mystérieux que nous portons en nous sans le connaître vraiment, cet espace que l'on appelle l'inconscient et qui, selon lui, n'est pas seulement le dépôt de nos souvenirs refoulés, mais la demeure d'une intelligence ancienne, symbolique, collective, que l'humanité entière partage depuis ses origines. Jung ne parlait pas de dimension spirituelle au sens mystique ou religieux du terme. Il parlait de niveau de conscience, de degré de profondeur psychique, de la capacité qu'a l'être humain à se relier à quelque chose de plus grand que son ego ordinaire, à ce centre silencieux et lumineux qu'il appelait le soi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 9 manifestations, 9 signaux intérieurs, 9 façons d'être au monde qui peuvent indiquer qu'une femme est en train de traverser un processus de transformation psychique profond, un éveil à une dimension de la réalité que Jung aurait reconnu comme l'émergence du soi au sein d'une psyché en plein processus d'individuation. Ce n'est pas une liste de critères pour se sentir élu ou supérieur. C'est une invitation à regarder votre propre vie avec des yeux nouveaux, à reconnaître en vous des mouvements intérieurs que vous aviez peut-être jusqu'ici interprétés comme des problèmes, des failles ou des bizarreries, alors qu'ils peuvent être les signes d'un approfondissement psychologique rare et précieux. Le premier signe est cette solitude intérieure profonde qui coexiste avec une présence à soi-même d'une intensité presque troublante. Il ne s'agit pas de la solitude de l'isolement, pas de la tristesse d'être seul dans une pièce ou délaissé par les autres. C'est quelque chose de bien plus subtil, une solitude existentielle qui survient même au milieu des foules, même lors des soirées animées, même dans les conversations les plus chaleureuses. Vous êtes là, vous souriez, vous participez, et pourtant une partie de vous observe tout cela depuis un endroit intérieur que personne d'autre ne semble habiter avec vous. Jung avait une façon magnifique de parler de cette expérience. Il évoquait la nécessité pour chaque individu en chemin vers l'individuation de traverser ce qu'il appelait la confrontation avec soi-même, un moment dans lequel on commence à percevoir que sa véritable vie intérieure est irréductible, qu'elle ne peut être entièrement partagée ni entièrement expliquée à autrui. Cette solitude n'est pas une pathologie. Elle est le signe que la psyché a commencé à se tourner vers son propre centre. Elle est l'ombre portée d'une richesse intérieure qui n'a pas encore trouvé son expression pleine et entière dans le monde extérieur. Pour la femme qui vit cela, cette solitude peut être terrifiante dans un premier temps, car notre culture valorise l'appartenance, la connexion sociale, le fait d'être facilement comprise et acceptée. Mais Jung nous inviterait à regarder cette solitude non pas comme un vide à combler, mais comme un espace sacré à habiter, comme le silence nécessaire avant qu'une musique nouvelle puisse se faire entendre. Le deuxième signe, intimement lié au premier, est une hypersensibilité aux émotions des autres et à l'atmosphère des lieux. Certaines femmes traversent la vie comme si leur peau était un instrument de mesure extrêmement délicat, capable de capter des variations émotionnelles imperceptibles pour la plupart des gens. Elles entrent dans une pièce
et savent immédiatement qu'une dispute vient d'avoir lieu, même si tout le monde sourit. Elles parlent à quelqu'un et perçoivent, sous les mots prononcés, une douleur non dite, une peur cachée, une attente inavouée. Elles quittent certaines réunions épuisées sans comprendre pourquoi, comme si elles avaient absorbé quelque chose qui ne leur appartenait pas. Dans la psychologie analytique de Jung, cette capacité s'approche de ce qu'il décrivait à travers la fonction psychique que l'on nomme le sentiment, une des 4 fonctions fondamentales de la psyché qui permet d'évaluer la valeur des choses et des situations non pas de manière rationnelle, mais de manière directement ressentie. Chez certaines femmes, cette fonction est tellement développée qu'elle fonctionne en permanence, comme un radar subtil tourné vers la dimension invisible de la réalité humaine. Jung aurait également mis en relation cette hypersensibilité avec la capacité de l'inconscient à communiquer par des voies non rationnelles, par des pressentiments, des intuitions, des rêves, des images soudaines qui surgissent sans explication logique. Cette femme ne capte pas seulement les émotions des autres, elle perçoit aussi les mouvements de son propre inconscient avec une acuité peu commune, ce qui peut être à la fois un don extraordinaire et une source de confusion profonde si cette capacité n'est pas accompagnée d'une réflexion intérieure suffisamment solide. Je voudrais faire une pause ici pour vous poser une question sincère. Avez-vous déjà vécu l'expérience de ressentir quelque chose de très fort à l'intérieur, une intuition, un pressentiment, une certitude inexplicable, et de l'avoir mis de côté parce que vous ne saviez pas comment le justifier rationnellement, pour vous rendre compte ensuite que ce que vous aviez ressenti était vrai? Jung pensait que l'inconscient communique constamment avec nous, pas toujours à travers des mots clairs, mais à travers des images, des sensations, des rêves et des coïncidences signifiantes. Si vous vous reconnaissez dans cette expérience, écrivez dans les commentaires « Je commence à m'écouter ». Votre témoignage pourrait toucher quelqu'un qui en a précisément besoin aujourd'hui. Le 3e signe est un rapport au temps radicalement différent de celui que la société considère comme normal. Ces femmes ont souvent du mal à se plier aux exigences de la temporalité linéaire, à vivre entièrement dans l'urgence du présent immédiat ou dans la planification méticuleuse de l'avenir. Leur rapport au temps est plus circulaire, plus cyclique, plus semblable à celui des saisons qu'à celui d'un agenda professionnel. Elles ont des périodes de retrait intérieur intenses, des moments où elles ont besoin de s'isoler, de rêver, de contempler, de laisser quelque chose se déposer en elles avant de pouvoir à nouveau agir dans le monde. Ces retraits sont souvent mal compris par leur entourage, interprétés comme de la paresse, de la procrastination ou un manque de motivation, alors qu'ils correspondent en réalité à un rythme psychique profond et nécessaire. Jung décrivait l'importance fondamentale de ce qu'il appelait le processus de maturation intérieure, un phénomène qui ne peut pas être forcé ni accéléré et qui requiert des espaces de silence, d'intériorité et de patience. Il comparait parfois la psyché à une plante qui ne peut pas fleurir plus vite que ne l'exige sa nature propre, et dont la croissance invisible sous la terre est tout aussi réelle et importante que ce qui se manifeste à la surface. La femme qui vit dans ce rapport cyclique au temps n'est pas en retard sur elle-même, elle suit simplement un rythme que notre civilisation, obsédée par la productivité et la rapidité, a largement perdu de vue. Le 4e signe est la présence de rêves d'une intensité et d'une cohérence symbolique remarquables. Ces femmes ne rêvent pas de manière anecdotique. Leurs rêves sont des récits complets, chargés d'images puissantes, de personnages archétypaux, de paysages intérieurs qui semblent appartenir à un autre registre de réalité. Elles se réveillent parfois avec la certitude d'avoir vécu quelque chose de réel, d'avoir reçu un message, d'avoir traversé une frontière intérieure. Certains de leurs rêves reviennent de manière répétée, comme si l'inconscient insistait sur quelque chose qui n'a pas encore été suffisamment entendu. D'autres sont si chargés de symboles universels, de serpents,
d'eau profonde, de maisons aux pièces inconnues, d'animaux sauvages, de ciels étoilés, qu'ils semblent appartenir à un vocabulaire bien plus ancien que leur propre histoire personnelle. Pour Jung, les rêves n'étaient pas de simples productions aléatoires du cerveau endormi. Ils étaient la manifestation spontanée de l'inconscient, sa façon de compléter ce que la conscience laisse de côté, de rééquilibrer ce qui est déséquilibré, d'offrir des images qui orientent vers un chemin de développement plus complet. Jung consacra des décennies à l'analyse de ses propres rêves, dont il tint un journal minutieux, et il considérait que le travail avec les rêves était l'une des voies royales de l'individuation, ce processus par lequel un être humain devient peu à peu ce qu'il est appelé à être dans la profondeur de sa nature. La femme dont les rêves sont intenses et symboliquement riches n'est pas en train de s'évader de la réalité. Elle est en dialogue permanent avec la couche la plus profonde de son être. Le 5e signe est une relation particulière à la souffrance et au mystère de la perte. Ces femmes n'ont pas tendance à fuir la douleur psychique. Elles ne l'accueillent pas facilement non plus, car personne ne souffre avec plaisir, mais elles ont une capacité étrange à rester en présence de ce qui fait mal, à ne pas immédiatement chercher une distraction, un anesthésiant ou une solution rapide. Elles sentent intuitivement que quelque chose d'important se passe dans la souffrance, quelque chose qu'il faudra traverser plutôt que contourner. Leurs deuils sont profonds, leur rupture les transforme. Leur crise, aussi douloureuse soit-elle, semble les amener à des lieux intérieurs qu'elles n'auraient jamais explorés sans elles. Jung avait une conviction ferme à ce sujet. Il croyait que la psyché, dans sa sagesse propre, utilise parfois la souffrance comme un outil d'approfondissement, comme un feu alchimique qui, lorsqu'on ne le fuit pas, transforme quelque chose de lourd et d'opaque en quelque chose de plus pur et de plus lumineux. Ce n'est pas une invitation au masochisme ni à la résignation. C'est une reconnaissance du fait que certaines transformations psychiques n'ont pas d'autre porte d'entrée que la crise, que certains trésors intérieurs ne deviennent accessibles qu'après la traversée d'une obscurité qui semblait, au moment où on la vivait, absolument sans issue. La femme qui sait habiter sa douleur sans s'y noyer possède quelque chose de rare, une forme de courage psychique qui est l'une des conditions de la véritable maturité intérieure. Le 6e signe est une relation troublante aux coïncidences, aux synchronicités, à ces moments où le dehors et le dedans semblent se répondre de façon inexplicable mais profondément signifiante. Elle pense à quelqu'un depuis des jours et cette personne lui envoie un message ce matin-là. Elle cherche une réponse intérieure depuis longtemps et tombe sur un livre, une phrase, une image qui y répond exactement. Elle ressent quelque chose de fort en rêve et le lendemain, dans le monde réel, quelque chose lui fait écho de manière frappante. Jung a donné un nom à ces phénomènes qu'il a étudiés avec sérieux tout au long de sa vie, les synchronicités. Il les définissait comme des coïncidences signifiantes, des événements qui se rejoignent dans le temps sans lien de causalité apparent, mais avec une signification psychologique indéniable pour celui ou celle qui les vit. Jung ne prétendait pas expliquer les synchronicités de manière rationnelle. Il reconnaissait honnêtement qu'elles touchaient aux limites de ce que notre intellect peut saisir. Mais il était convaincu qu'elles révèlent quelque chose d'important sur la nature de la psyché, à savoir qu'elle n'est peut-être pas aussi hermétiquement séparée du monde extérieur que nous le croyons habituellement. Pour la femme sensible à ces phénomènes, ils ne sont pas de simples superstitions ni des preuves d'une pensée magique. Ils sont des invitations à prêter attention, à regarder plus attentivement les correspondances entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur, comme si la vie cherchait constamment à lui parler dans un langage symbolique qu'elle seule est capable d'entendre. Le 7e signe est une difficulté profonde à se conformer aux rôles sociaux attendus, à porter ce que Jung appelait la persona,
Ce masque que chaque individu façonne pour s'adapter aux exigences du monde social, à ce que la famille, la culture et l'environnement professionnel attendent de lui. Ces femmes ont souvent l'impression que les rôles qu'on leur propose ne correspondent pas à qui elles sont vraiment. Elles peuvent les jouer pendant un temps, parfois même avec compétence et efficacité, mais au fond d'elles-mêmes, elles ressentent toujours un écart douloureux entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles sont. Elles résistent à la pression sociale de se définir de manière simple et univoque, d'entrer dans une case, d'être facilement catégorisables. Elles se sentent multiples, mouvantes, impossibles à figer dans une seule identité. Jung décrivait la persona comme une nécessité fonctionnelle, un outil d'adaptation sociale indispensable, mais il avertissait aussi du danger de s'y identifier entièrement, de confondre le masque avec le visage, le rôle social avec l'être profond. L'individuation, ce processus de devenir toujours plus pleinement soi-même, passe nécessairement par une prise de distance progressive avec les identités imposées de l'extérieur, par une interrogation courageuse sur ce qui, derrière tous les rôles et toutes les attentes, constitue le noyau vivant et authentique de l'être. La femme qui souffre de cette inadéquation avec les rôles sociaux n'est pas en train d'échouer à s'adapter. Elle est peut-être en train de refuser de se perdre. Le 8e signe est une relation intense et complexe à la figure de l'ombre, à ces aspects d'elle-même qu'elle a longtemps refusés, cachés ou condamnés, et qui commencent à se manifester sous des formes de plus en plus insistantes, que ce soit à travers des rêves perturbants, des projections sur les autres, des réactions émotionnelles disproportionnées ou des comportements qui la surprennent elle-même. Jung développa l'idée que l'ombre est cette partie de la personnalité que l'individu ne reconnaît pas comme sienne, qu'il refoule dans les profondeurs de l'inconscient, parce qu'elle contredit l'image qu'il a de lui-même ou l'image qu'il veut projeter sur le monde. Mais l'ombre ne disparaît pas pour autant. Elle continue d'agir de l'intérieur, elle influence les choix, colore les perceptions, anime les jalousies, les peurs, les colères inexpliquées, les attractions troublantes pour des personnes ou des situations que l'on réprouve consciemment. Pour la femme qui commence à devenir consciente de son ombre, c'est souvent une expérience déstabilisante, presque effrayante, parce qu'elle implique de regarder en face des parties d'elle-même qu'elle s'était habituée à nier. Mais Jung voyait dans cette confrontation avec l'ombre non pas une punition ni une régression, mais l'une des étapes les plus décisives et les plus libératrices du processus d'individuation. Car intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir ce qu'on était en train de condamner, c'est accepter la totalité complexe et contradictoire de sa nature humaine, cesser de se scinder en une partie lumineuse officiellement reconnue et une partie sombre officiellement exilée, et accéder ainsi à une authenticité et à une énergie psychique bien plus vaste que celle que permettait la version édulcorée et soigneusement contrôlée de soi-même. Le 9e signe, peut-être le plus fondamental de tous, est une aspiration irrésistible vers ce que Jung appelait le soi, vers ce centre profond de la personnalité qui n'est ni l'ego conscient ni l'inconscient, mais quelque chose qui les englobe tous les deux, quelque chose qui ressemble à une boussole intérieure, à une intelligence de l'être qui sait où aller même quand l'ego est perdu, même quand la vie semble n'avoir ni sens ni direction claire. Ces femmes ont souvent l'impression qu'il existe quelque chose en elles qui sait, quelque chose qui n'est pas leur intellect ni leur volonté consciente, mais qui oriente néanmoins leurs choix les plus profonds, qui les rappelle à elles-mêmes dans les moments de dispersion, qui émergent dans les rêves les plus significatifs, dans les moments de beauté inattendue, dans les rencontres qui semblent portées par une signification dépassant le simple hasard. Jung représentait le soi à travers des symboles que l'humanité a produits depuis ses origines dans toutes ses cultures et dans toutes ses traditions. Le cercle, le mandala, l'étoile à 4 branches, la figure du sage intérieur, de l'enfant divin,
du cristal, de la pierre philosophale. Ces images surgissent spontanément dans les rêves et dans les productions créatrices des personnes en plein processus d'individuation, comme si la psyché cherchait à se représenter elle-même dans sa totalité aspirée. L'aspiration vers le soi n'est pas une aspiration vers la perfection ou vers une forme de sainteté. C'est une aspiration vers la complétude, vers une vie qui correspond de plus en plus à ce que l'on est dans la profondeur de sa nature, une vie dans laquelle le conscient et l'inconscient travaillent ensemble plutôt que de se combattre, une vie dans laquelle les dons, les blessures, les contradictions et les mystères de la personnalité trouvent une forme d'intégration toujours en cours, toujours inachevée, mais toujours vivante et orientée. Ce que Jung nous offre à travers l'ensemble de son œuvre n'est pas un programme de perfectionnement de soi, ni une promesse de bonheur facile. Il nous offre quelque chose de bien plus précieux et de bien plus exigeant, une invitation à regarder notre vie psychique dans toute sa profondeur et dans toute sa complexité, à ne pas réduire notre être à ce que nous comprenons déjà de nous-mêmes, à rester en dialogue avec cette part inconnue qui nous habite et qui, selon lui, contient une sagesse que notre ego seul n'aurait jamais pu atteindre. Si vous vous êtes reconnu dans l'un ou plusieurs de ces 9 signaux, il est possible que ce que vous avez longtemps vécu comme des difficultés, comme des bizarreries, comme des failles, soit en réalité le signe d'une sensibilité psychique rare et d'un processus intérieur d'une profondeur peu ordinaire. Ce n'est pas une raison de vous sentir différente des autres dans un sens de supériorité, car l'individuation n'est pas réservée à une élite ni à des êtres exceptionnels, elle est la vocation profonde de tout être humain qui accepte de se mettre en route vers lui-même. Mais c'est peut-être une raison de vous accorder davantage de confiance, de patience et de curiosité à l'égard de votre propre vie intérieure. Il y a quelque chose de profondément beau dans l'idée que la psyché humaine est infiniment plus vaste que ce que nous croyons en être. Jung l'a exploré toute sa vie avec une rigueur intellectuelle et une ouverture symbolique qui reste, encore aujourd'hui, une source d'inspiration pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à comprendre non pas seulement comment fonctionner dans le monde, mais comment devenir plus entièrement eux-mêmes. La forêt intérieure dont il parlait ne se laisse pas traverser en ligne droite, elle demande du temps, du silence, de la vigilance et une certaine tolérance à l'obscurité. Mais ceux qui acceptent de s'y aventurer découvrent, au cœur même de cette obscurité, des clairières de lumière qu'ils n'auraient jamais imaginées depuis la lisière. Si les idées de Carl Gustav Jung ont éveillé quelque chose en vous aujourd'hui, peut-être cette reconnaissance étrange que quelqu'un décrit enfin ce que vous viviez sans pouvoir le nommer. Alors ce que vous ressentez en ce moment mérite d'être écouté. Ce canal est un espace pour ceux et celles qui souhaitent comprendre leur propre vie intérieure avec plus de profondeur, explorer les symboles que la psyché produit et avancer vers une existence plus consciente et plus authentique. Laissez un like à cette vidéo si elle vous a touché de quelque façon que ce soit. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations et partagez ce contenu avec quelqu'un dans votre vie qui vous semble être, lui aussi ou elle aussi, en pleine traversée intérieure. La rencontre avec soi-même est peut-être le voyage le plus long et le plus déconcertant qui existe, mais c'est aussi celui dont on revient le plus profondément vivant.